Est-ce que tu as des conseils pour des néophytes qui ont été convaincus par ton discours et qui, du coup, veulent se lancer dans la crypto? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel ordre? Et comment profiter de la révolution? Alors, la première chose à faire, déjà, c'est de s'acculturer un minimum. Donc, ça passe par regarder des épisodes de Finari. Selon ce que vous aimez, ça peut être... Regarder ton podcast. Voilà, regarder la chaîne Unrusted. J'ai écrit un bouquin aussi, dont la 2e édition est sortie en septembre dernier, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. Mais il y a plein de super choses sur la crypto. Il y a un reportage Arte aussi qui s'appelle Le mystère Satoshi. En fait, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet qui sont dispo. Et qui sont qualitatives. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est passer quelques heures à fouiller, à se renseigner, à bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et ensuite, c'est un peu le même conseil que sur tout type d'actifs, c'est-à-dire faire un plan d'investissement, réfléchir à combien on veut investir, combien on est prêt à perdre. Selon le profil de la personne, il peut y avoir plus ou moins de risques qui est pris, plus ou moins de diversification sur un grand nombre de cryptos ou simplement des profils conservateurs qui vont rester sur Bitcoin. Moi, j'encourage quand même à pas trop s'aventurer dans le trading au début, parce que l'adrénaline peut vite monter. C'est-à-dire qu'on peut très vite devenir addict, surtout que sur les plateformes crypto, parfois, tu as un aspect ludique. Tu vois, tu vas pouvoir acheter, vendre très rapidement, tu as des mêmes coins, c'est rigolo. Et donc, on peut se laisser enfermer comme ça dans une spirale qui... Voilà, on a l'impression de jouer, alors qu'en fait, on investit quand même notre argent, donc il faut un peu faire attention. Et moi, j'encourage aussi à détenir au moins en partie sa crypto en propre, particulièrement si on en a beaucoup. Donc ça passe par des portefeuilles comme ce qu'on a chez Desblocs, ça passe par un ledger par exemple, il y a plein de solutions. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi pour se rendre compte de ce que c'est que la crypto. C'est pas juste, on achetait de la crypto via une néobanque, ce qui peut être très bien dans un premier temps, mais c'est aussi se rendre compte de l'esprit qu'il y a derrière et du fait qu'on peut détenir son argent en propre. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Si on quitte l'Europe et qu'on va vers les pays émergents, l'Inde, la Chine, qui sont en train de devenir les locomotives des économies mondiales, eux, ils ont clairement dit qu'ils étaient hostiles au Bitcoin et qu'ils favorisaient les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que du coup, c'est un danger à mesure que ces pays grossissent pour le réseau crypto et pour la blockchain en particulier, pour la blockchain Bitcoin en particulier? Alors, il y a plusieurs choses. Dans ces pays, effectivement, tu peux avoir des voix politiques qui vont être hostiles au Bitcoin. Alors, ça me surprend pas particulièrement, surtout venant de la Chine. Néanmoins, quand on regarde, il y a quand même une adoption qui est assez importante du sujet crypto par leur population respective. Et donc, même si tu as des voix politiques discordantes qui disent le Bitcoin, c'est pas bien, le fait est que leur population détient très largement de la crypto, plus qu'en France. Donc, c'est pas parce que les pouvoirs politiques disent Bitcoin, c'est mal qu'en fait, il n'y a pas d'adoption dans ces pays-là. Et ils pourraient l'interdire. Oui, ils pourraient l'interdire, mais tu vois, il y a d'autres pays qui ont interdit les cryptos. Je pense au Maroc, par exemple. En fait, ils sont en train de revenir dessus parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, les gens en ont. Et en fait, mieux vaut qu'ils en aient et qu'ils les achètent via des plateformes régulées sur lesquelles l'État a un peu de visibilité, plutôt qu'ils se les achètent de pair à pair dans la rue, sur des groupes Facebook, un peu n'importe comment. Donc, je suis pas sûre qu'ils puissent vraiment aller interdire la détention de crypto. Après, voilà, rien n'est impossible, mais honnêtement, je serais très surprise. La deuxième chose, c'est que ces pays-là cherchent beaucoup à se dédollariser. Et donc, même s'ils ne vont pas se dédollariser avec Bitcoin, en fait, ils vont essayer d'utiliser des technologies relativement similaires pour créer des systèmes de paiement entre eux et pour se rendre plus indépendants du dollar américain et de la politique monétaire américaine. Et je trouve que ça, c'est un signal important parce que ça montre vraiment qu'il y a de plus en plus de concurrence dans les monnaies et qu'on est en train de sortir de l'hégémonie du dollar américain. Et ça, c'est intéressant pour Bitcoin, même si Bitcoin n'est pas adopté directement par la Chine.